Pendant un bref instant, au milieu des années 1980, Chantal Nobel semblait intouchable. Son visage était partout, son nom avait du poids, et des millions de téléspectateurs la suivaient chaque semaine sans détourner le regard. Puis, presque du jour au lendemain, elle a disparu. Aucune interview d'adieu, aucun scandale, aucun retour médiatisé. Seulement le silence. Et derrière ce silence se cache une histoire bien plus troublante que ce que la plupart des gens ont jamais imaginé. Avant la chute, une carrière construite lentement, puis d'un seul coup. Chantal Nobel n'est pas arrivée à la célébrité par hasard, et elle n'a jamais été le produit d'une gloire instantanée. Bien avant que son nom ne devienne indissociable de Château-Vallon, elle était une actrice de métier qui avait passé des années à bâtir sa crédibilité de manière lente et exigeante. Née Chantal Bonneau, elle a grandi à Rouen avec une blessure émotionnelle précoce qui allait façonner silencieusement toute sa vie. À 12 ans, elle perd son père, une rupture qui la contraint à entrer trop tôt dans l'âge adulte sur le plan émotionnel. Sa mère se remarie plus tard avec Bernard Loisel, un pharmacien qui apporte une certaine stabilité au foyer, mais l'absence laissée par son père ne disparaît jamais vraiment. Le métier d'actrice devient alors plus qu'une ambition, un refuge, un espace où l'émotion peut être maîtrisée, transformée et dotée de sens. Elle suit une formation rigoureuse au Conservatoire de Rouen sous la direction de Jean Chevrin, un enseignant respecté, connu pour sa discipline plus que pour l'indulgence. Durant ces années, elle explore son identité, jouant d'abord sous son vrai nom, puis brièvement sous celui de Jackie Nobel, avant d'adopter définitivement le nom de Chantal Nobel, un choix qui lui semble réfléchi, élégant et durable. Il ne s'agissait pas d'une réinvention à des fins de publicité, mais de la construction minutieuse d'une identité professionnelle. Elle ne se préparait pas à attirer l'attention, mais à durer. Sa première véritable percée a lieu sur scène, et non à la télévision. À seulement 20 ans, elle joue dans Boing Boing, l'une des comédies les plus populaires jamais écrites. La pièce exigeait un sens aigu du timing, de l'endurance et de la précision. Le rythme était rapide, les dialogues ininterrompus, et le public réagissait immédiatement à la moindre faiblesse. Chantal tient bon. Cette expérience façonne sa présence. Maîtrisée, intelligente, jamais excessive. C'est là qu'elle apprend à capter l'attention sans la forcer. Les rôles au cinéma arrivent progressivement. Elle apparaît dans La Main Noire et plusieurs autres productions qui ne la rendent pas célèbre, mais accomplissent quelque chose de plus essentiel. Elles la rendent fiable. Les réalisateurs lui font confiance. Les directeurs de casting se souviennent d'elle. Tout au long des années 70, elle navigue avec constance entre cinéma et télévision, apparaissant dans des séries qui privilégient la retenue émotionnelle au spectaculaire. Ses interprétations sont souvent décrites comme posées, dignes et d'une intensité discrète. Le véritable tournant survient avec La Lumière des Justes. Dans cette série, elle démontre sa capacité à porter un rôle majeur dans la durée, en maintenant une crédibilité émotionnelle épisode après épisode. Cette performance la place sur une trajectoire plus ambitieuse. Au début des années 80, les producteurs ne la considèrent plus comme une actrice secondaire. Ils la voient désormais comme une actrice principale. Ce rôle principal arrive avec Château-Vallon. Dès sa diffusion, la série est présentée comme la réponse française au grand drame de pouvoir américain. Mais ce qui ancre réellement l'histoire, c'est Florence Berg. L'interprétation de Chantal Nobel est frappante parce qu'elle déjoue les attentes. Elle n'est ni décorative ni passive. Elle est stratégique, ambitieuse, émotionnellement réservée et visiblement en contrôle. À une époque où de tels personnages féminins sont rares à la télévision française, Florence Berg apparaît moderne, dérangeante et magnétique. Le succès est immédiat, l'audience explose, le générique devient indissociable de l'identité de la série. La couverture médiatique s'intensifie. À 36 ans, Chantal Nobel atteint un sommet que peu d'acteurs connaissent, un rôle qui définit une époque et promet une longévité certaine. De nouveaux projets sont évoqués, sa place dans l'industrie semble solide.
Rien ne laisse présager que cet élan va s'interrompre. Aucun signe avant-coureur, aucun retrait annoncé, aucun indice d'épuisement. Et c'est précisément ce qui rend la suite si dévastatrice. Car l'effondrement de sa carrière ne se produit pas lentement. Il survient en une seule nuit, entre une apparition télévisée et un tronçon de route dont presque personne n'avait jamais entendu parler. La nuit où tout s'est brisé. Le jour où la vie de Chantal Nobel s'est effondrée n'a pas commencé dans le danger. Il a commencé par la routine, les obligations et l'élan du succès. Le samedi 27 avril, dans l'après-midi, elle ne se trouvait ni sur un plateau de tournage, ni en répétition. Elle était à Magny-Cours, invitée à un événement automobile organisé par le comédien Moustache à travers son Star Racing Team. L'atmosphère y était détendue, presque ludique. Les célébrités se relayaient au volant d'une même voiture lors des essais. Rien de téméraire, rien de chaotique, et certainement aucun signe annonciateur de ce qui allait suivre. Chantal avait prévu de revenir le lendemain pour assister à la course principale. Rien ne semblait pressé, mais son agenda de la soirée l'en détourna. En fin d'après-midi, elle embarqua sur un vol depuis la Sansu à destination de Paris. Elle était attendue dans Champs-Élysées, l'une des émissions de télévision les plus regardées du pays, animée par Michel Drucker. Son passage se déroula sans accroc. Elle était posée, confiante, visiblement à l'aise. Les téléspectateurs virent une femme parfaitement maîtresse de son succès. Cette émission deviendrait plus tard insoutenable à revoir, non pas à cause de ce qui y fut dit, mais parce qu'elle capturait la dernière image publique de Chantal Nobel au sommet de sa puissance. Après l'émission, peu avant minuit, elle retrouva Sacha Distel. Elle disposait ce soir-là de son propre chauffeur, un détail qui prendrait plus tard une importance particulière. Distel aurait d'abord hésité, conscient qu'elle n'avait pas besoin d'un véhicule. Il accepta finalement. Il n'y avait aucun sentiment d'urgence, aucune tension visible. Simplement deux figures familières quittant Paris à bord d'une voiture puissante en direction du sud. Aux alentours de 3h20 du matin, ils entrèrent dans le village de Maltaverne, un petit hameau proche de Tracy-sur-Loire. La route faisait partie de l'ancienne Nationale 7, tristement célèbre auprès des habitants pour ses voies étroites et ses virages dangereux. Cette nuit-là, la chaussée était glissante. L'humidité sur l'asphalte, combinée au marquage routier en plastique courant à l'époque, créait des conditions capables de transformer une simple erreur en catastrophe. Dans un virage serré, la Porsche perdit le contrôle. La voiture dérapa, pivota et vint s'écraser contre un poteau en béton. L'impact fut violent et immédiat. Sacha Distel s'en sortit avec des blessures relativement légères. Pas Chantal Nobel. Son corps encaissa la violence du choc. Elle souffrit d'une fracture du bassin et de graves traumatismes au visage. À l'arrivée des secours, son état était critique. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital et placée en soins intensifs. Les médecins provoquèrent un coma, tandis que les œdèmes et les blessures internes menaçaient sa survie. Pendant 40 jours, elle resta inconsciente. Durant cette période, le pays observa, spécula et attendit. Les titres de presse se multiplièrent. Les rumeurs comblèrent le vide laissé par l'absence de faits. Mais à l'intérieur de l'hôpital, la réalité était implacable. La survie était incertaine et la récupération, si elle survenait, serait incomplète. Ce qui suivit aggrava encore le traumatisme. Alors que Chantal gisait inconsciente, incapable de parler ou de se protéger, des journalistes franchirent la sécurité de l'hôpital. Des photographies furent prises dans sa chambre. Des images de son corps blessé circulèrent dans la presse. L'intrusion fut si grave qu'elle conduisit finalement à une décision judiciaire majeure reconnaissant les chambres d'hôpital comme des espaces privés en droit français. Cette jurisprudence serait plus tard connue sous le nom de jurisprudence Chantal Nobel, une protection acquise au prix d'un traumatisme personnel immense. Lorsqu'elle sortit enfin du coma, l'ampleur des dégâts devint évidente. Elle était handicapée à vie, avec un taux d'invalidité estimé à 80%. Marcher nécessiterait une aide.
L'autonomie serait limitée, et le métier d'actrice, du moins tel qu'elle l'avait connu, n'était plus envisageable. Des procédures judiciaires s'ensuivirent. Chantal porta plainte contre Sacha Distel pour blessures involontaires. Leur version de l'accident divergeait. Il affirmait avoir conduit prudemment. Elle déclara plus tard que la vitesse avait été bien plus élevée et qu'elle lui avait demandé de ralentir. Le tribunal condamna finalement Distel à une peine de prison avec sursis et à une amende. Sur le plan juridique, l'affaire était close. Sur le plan personnel, rien n'était résolu. L'industrie, elle, passa à autre chose. Les productions s'adaptèrent. Les scénarios furent réécrits. Château Vallon continua sans elle, mais le cœur de la série avait disparu. Et Chantal Nobel, autrefois indispensable, se retrouva soudain absente, non par choix, non par déclin, mais parce qu'une seule nuit avait effacé l'avenir que tous croyaient acquis. Après la survie, le long silence. Survivre à l'accident ne signifiait pas retrouver la vie telle qu'elle était auparavant. Pour Chantal Nobel, le réveil du coma ne fut pas une fin, mais le début d'une épreuve bien plus longue et plus silencieuse. Les dommages subis par son corps étaient définitifs. Les médecins furent clairs dès le départ. Sa mobilité ne reviendrait jamais totalement. Les gestes du quotidien exigeaient désormais de l'anticipation, de l'aide et une grande patience. La douleur physique était constante, mais la blessure la plus profonde était psychologique. La prise de conscience soudaine que la carrière qu'elle avait construite pendant près de 20 ans lui échappait déjà. La rééducation devint sa réalité à plein temps. Elle passa de longs mois dans des centres médicaux spécialisés, réapprenant des mouvements qui autrefois allaient de soi. Les progrès étaient lents, souvent humiliants et toujours épuisants. Durant cette période, l'industrie qui l'avait entourée d'attention quelques semaines plus tôt se tut. Les appels cessèrent, les projets qui semblaient imminents se dissoudre silencieusement. Il n'y eut ni renvoi officiel, ni annonce. Seulement l'absence. 6 mois après l'accident, alors qu'elle dépendait encore d'un fauteuil roulant, Chantal prit une décision qui reflétait à la fois sa vulnérabilité et sa détermination. Elle épousa Jean-Louis Julian lors d'une cérémonie privée. Ce mariage n'était pas une déclaration publique. C'était un acte de survie. Julian était resté à ses côtés tout au long de sa convalescence, présent dans ces moments où la célébrité n'offrait plus rien. Leur relation ne reposait ni sur l'image ni sur l'ambition, mais sur l'endurance. Peu après, ils quittèrent Paris pour s'installer à Ramatuelle, loin des studios, des rédactions et des bureaux de casting. Ce départ ne fut pas présenté comme une retraite, mais il en eut l'effet. Ramatuelle offrait le calme, la distance et l'anonymat, des choses que Chantal n'avait pas connues depuis des années. Là-bas, elle se concentra sur la reconstruction d'une vie qui ne tournait plus autour des horaires de tournage ni des attentes du public. Elle éleva sa fille cadette, resta proche de son aîné et apprit à accepter un rythme de vie radicalement différent de celui qu'elle avait connu. Ce qui rendit cette période particulièrement douloureuse ne fut pas seulement la perte du travail, mais aussi la disparition des relations qui y étaient liées. Des années plus tard, Chantal parlerait avec franchise de cette rupture. Avant l'accident, disait-elle, elle était constamment entourée. Les invitations affluaient. Les gens appelaient sans raison précise. Après, elle pouvait compter ses véritables amis sur les doigts d'une main, peut-être 2. La distinction était brutale, mais éclairante. Beaucoup n'étaient pas attachés à elle, mais à ce qu'elle représentait. Malgré tout, elle n'abandonna pas complètement l'espoir. Le métier d'actrice n'était pas quelque chose qu'elle pouvait simplement éteindre. Il avait façonné son identité depuis sa jeunesse. En privé, elle suivait les productions, lisait des scénarios et se demandait s'il pourrait encore y avoir une place pour elle. Mais l'industrie avait changé, et elle aussi. Le handicap n'était pas pris en compte. Les rôles étaient écrits en supposant une aisance physique. Le silence devint sa réponse. L'invitation n'a jamais reçu de réponse. À la fin des années 90, il devint évident que le silence était définitif. Chantal Nobel n'était plus simplement absente de façon temporaire. Elle avait été effacée en douceur. Et pourtant,
Au cœur de cet effacement, elle était parvenue à construire quelque chose de rare. Une vie définie non par l'amertume, mais par la retenue, la vie privée, et le refus d'exposer sa douleur en spectacle. Ce que le public percevait comme une disparition était en réalité une longue négociation entre la perte et l'acceptation. Et au moment même où cet équilibre semblait enfin trouvé, un nouveau coup l'attendait, un coup qui surviendrait des décennies plus tard, alors qu'elle croyait le plus difficile derrière elle, la tentative de retour et l'indifférence de l'industrie. Au milieu des années 90, plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis l'accident. Dans l'imaginaire collectif, Chantal Nobel était devenue un point d'interrogation plutôt qu'une présence. On se souvenait de son visage, de sa voix, de son autorité à l'écran, mais peu savaient ce qu'elle était devenue. Ce silence fut finalement rompu lorsqu'elle accepta de participer à Studio Gabriel, à nouveau invitée par Michel Drucker. Cette invitation avait une portée symbolique forte. Le même animateur qui l'avait accueilli quelques heures avant que sa vie ne s'effondre lui offrait à présent un espace pour reprendre la parole. Lorsqu'elle entra sur le plateau, l'atmosphère changea immédiatement. Elle avançait lentement, appuyée sur une canne, visiblement transformée mais indéniablement elle-même. Le public ne vit pas une star déchue. Il vit une femme qui avait traversé l'irréversible. Il n'y eut aucune tentative d'adoucir cette réalité. Chantal ne demanda pas la pitié, et elle ne se présenta pas comme une victime. Elle parla avec calme et précision, comme quelqu'un qui avait passé des années à apprendre à vivre avec ce qui ne pouvait être des faits. Au cours de l'entretien, elle formula clairement une réalité que de nombreux artistes blessés vivent sans jamais la dire à voix haute. Avant l'accident, expliqua-t-elle, sa vie était pleine. Amis, collègues, invitations, appels, tout venait naturellement. Après, le cercle s'était effondré. Les personnes restées fidèles pouvaient être comptées. Non parce qu'elle avait écarté les autres, mais parce que la plupart s'étaient éclipsés en silence. Le métier, laissait-elle entendre, ne savait pas quoi faire de quelqu'un qui ne correspondait plus à ses attentes physiques. Lorsque la question du jeu d'acteur fut abordée, le moment était chargé de tension. C'était la question que tout le monde évitait de poser directement. Voulait-elle encore jouer? Sa réponse fut immédiate et sans ambiguïté. Oui, absolument. Elle disait qu'elle attendait. Si un réalisateur voulait d'elle, elle viendrait. Même avec une canne. La phrase résonna lourdement, non comme une provocation, mais comme une vérité. Le public répondit par des applaudissements. Les lettres affluèrent ensuite. Les téléspectateurs exprimèrent leur admiration, leur choc et leur soutien. Pendant un bref instant, il sembla qu'une porte pouvait se rouvrir. De l'extérieur, les conditions paraissaient réunies. Elle était toujours vive, toujours éloquente, toujours émotionnellement présente. Le handicap n'avait pas effacé son talent, mais la réaction la plus décisive, celle de l'industrie, ne vint jamais. Aucune proposition ne suivit, aucun casting, aucune rencontre exploratoire, pas même des rôles symboliques. Ce qui devint clair, c'est que l'admiration ne se traduisait pas en opportunité. L'industrie était prête à célébrer sa résilience, mais pas à l'accueillir concrètement. Les choix de casting continuaient de privilégier l'aisance physique et la continuité visuelle. Les scénaristes n'imaginaient pas de personnages se déplaçant différemment, sauf si le handicap lui-même en était le sujet. Chantal Nobel ne rentrait dans aucune catégorie jugée sûre par les producteurs. Avec le temps, l'espoir se rétrécit. Elle ne mena aucune campagne publique. Elle n'accusa personne. Elle ne chercha pas à culpabiliser. Elle observa simplement la réalité et ajusta ses attentes en conséquence. Dans des interviews ultérieures, elle reconnut cette situation avec une lucidité saisissante. Il y avait eu un moment, disait-elle, où un retour aurait encore été possible, même avec des limites. Mais ce moment s'était évanoui silencieusement, sans cérémonie. Dans ce métier, les secondes chances étaient rares et souvent réservées à ceux qui pouvaient encore faire semblant que rien n'avait changé. Au début des années 2000,
Chantal avait accepté que sa relation avec le jeu d'acteur n'existait plus que dans le souvenir. Elle regardait à distance son travail continuer à être diffusé en rediffusion, Château Vallon acquérir un statut nostalgique et de nouvelles générations découvrir Florence Berg sans connaître le prix de cette performance. Elle ne corrigea pas le récit. Elle ne réécrivit pas l'histoire. Elle la laissa telle qu'elle était. L'amour, la perte et le silence qui est resté. Lorsque Chantal Nobel atteignit la soixantaine, la forme de sa vie s'était stabilisée, sinon apaisée. Elle ne vivait plus dans l'attente d'un retour au métier d'actrice. L'attente avait pris fin, non dans l'amertume, mais dans le réalisme. Ramatuelle était devenu bien plus qu'un refuge. C'était son monde. Loin des studios et des contraintes télévisuelles, elle organisait désormais ses journées autour de la famille, de la routine et des limites physiques qu'elle avait appris à gérer sans ressentiment. Son mariage avec Jean-Louis Julien fut le pilier de cette période. Il n'appartenait pas au milieu du spectacle, et cette distance était essentielle. Joaillier respecté à Saint-Tropez, sa vie suivait un rythme à l'abri des décisions de casting et du regard du public. Plus encore, il était resté à ses côtés lorsque l'attention s'était évanouie. Leur relation avait été mise à l'épreuve très tôt, forgée dans des circonstances qui avaient balayé toute illusion. Avec le temps, elle devint un partenariat fondé sur la fidélité plutôt que sur la réinvention. En 2010, 25 ans après l'accident, Chantal rompit à nouveau le silence lors d'un entretien qui surprit beaucoup de monde. Elle s'exprima sans dramatisation, mais avec clarté. La vie à Ramatuelle, disait-elle, était paisible et heureuse. Elle reconnaissait ouvertement son handicap, affirmant qu'elle restait invalide à 80% et que tout avait changé. Ce qui comptait désormais pour elle n'était pas ce qu'elle avait perdu, mais ce qu'elle avait retrouvé. Une forme de résurrection, selon ses mots, et l'amour qui la liait à son mari. Il n'y avait aucun déni dans son discours. Elle admettait que la colère l'avait autrefois consumée, que le sentiment d'injustice avait persisté pendant des années. Mais cette phase était révolue. Elle l'avait laissée derrière elle. Non parce que le passé avait été réparé, mais parce que porter cette rage ne lui servait plus. Cette acceptation n'effaçait pas la tristesse, mais la transformait en quelque chose de plus silencieux et de plus durable. Ses enfants grandirent, construisirent leur propre vie et donnèrent un nouveau sens à la sienne. Devenir grand-mère apporta une continuité que la célébrité n'aurait jamais pu offrir. Dans ces moments-là, elle n'était plus l'actrice connue de millions de personnes, mais simplement une présence, attentive, observatrice, ancrée. Les apparitions publiques étaient rares, et lorsqu'elles avaient lieu, elles restaient mesurées. Elles ne s'expliquaient plus. Elle n'en avait plus besoin. Puis survint une nouvelle perte, à laquelle elle ne pouvait se préparer. En mai 2024, Jean-Louis Julien mourut. L'homme qui l'avait soutenu durant la convalescence, le retrait et la reconstruction n'étaient plus. Sa disparition marqua une rupture qui rouvrit des blessures qu'elle croyait refermées. En raison de son état de santé, Chantal ne put assister aux funérailles. Cette absence n'était pas symbolique. Elle était physique, inévitable et profondément cruelle, ce qui n'a jamais été pleinement dit. Avec le temps, l'histoire de Chantal Nobel s'est réduite à un récit familier. Une actrice prometteuse, un terrible accident, une vie changée à jamais, une chronologie que l'on croit comprendre. Mais lorsqu'on y regarde de plus près, ce qui frappe le plus n'est pas seulement ce qui s'est produit, mais aussi ce qui n'a jamais été totalement expliqué. L'accident lui-même a été officiellement réglé. Le tribunal a rendu son verdict. Les responsabilités ont été établies. Le chapitre judiciaire s'est refermé. Pourtant, même des années plus tard, ceux qui connaissaient les lieux, la route et les circonstances reconnaissaient quelque chose de troublant. Maltaverne n'était pas un simple virage. C'était un tronçon de l'ancienne Nationale 7,
réputée pour sa dangerosité bien avant que les autoroutes modernes ne détournent le trafic. Des spécialistes ayant étudié cette route ont évoqué des conditions capables de transformer de petites erreurs en issues fatales. Et, en arrière-plan, une remarque d'un gendarme est restée en suspens. Tout n'avait pas été dit sur cette nuit-là. Aucune enquête n'a jamais été rouverte. Aucun nouvel élément n'a émergé. Les questions sans réponse n'ont jamais pris la forme d'un scandale, seulement celle d'un vide. La vitesse était-elle le seul facteur? Les conditions ont-elles été sous-estimées? La vérité est-elle simplement devenue encombrante une fois les gros titres passés? Ces interrogations n'ont jamais été poursuivies publiquement, et Chantal Nobel elle-même n'a pas construit sa vie d'après autour de leur remise en cause. Elle a porté les conséquences, pas les suppositions. Ce qui a suivi est tout aussi révélateur. Sa disparition des écrans n'a pas été soudaine parce qu'elle aurait choisi de s'effacer. Elle l'a été parce que l'industrie n'a pas fait de place à son retour. Le handicap a été considéré comme un point final, et non comme une condition avec laquelle composer. L'admiration a remplacé l'opportunité. Le silence a remplacé le dialogue. Le public se souvenait d'elle, mais le milieu professionnel a tourné la page en silence. Et pourtant, la vérité la plus importante de son histoire ne réside ni dans le mystère, ni dans l'accusation. Elle réside dans l'endurance. Chantal Nobel a survécu à un effondrement qui l'a privée de sa mobilité, de sa carrière et, plus tard, de son compagnon de vie. Elle s'est reconstruite sans mise en scène. Elle a refusé d'exposer sa souffrance pour susciter la compassion. Elle a accepté ce qui ne pouvait être réparé sans jamais renoncer à sa dignité. Vous souvenez-vous de Chantal Nobel dans Château Vallon, ou avez-vous découvert son histoire bien plus tard? Pensez-vous que sa carrière s'est arrêtée à cause de l'accident, ou parce que l'industrie a choisi de ne plus la voir? Partagez votre avis dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager avec quelqu'un qui se souvient encore de cette époque de la télévision.